Sous la pluie battante, Minji courait, son souffle court, ses chaussures trempées glissant sur les pavés parisiens. Elle serrait contre elle un sac en plastique, son contenu invisible, mais si précieux qu'il valait tous les risques. Derrière elle, les sirènes hurlaient, prêtes à briser sa vie. Paris, automne 2025. La ville des Lumières semblait bien sombre pour Minji, 25 ans, une immigrée sud-coréenne arrivée en France 3 ans plus tôt avec des rêves d'artiste. Elle avait fui Séoul, où la pression familiale et les attentes culturelles l'étouffaient, pour trouver une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Mais ce soir, dans une ruelle du 13e arrondissement, elle n'était qu'une voleuse aux yeux de la loi. Elle avait dérobé un collier dans une bijouterie huppée de Saint-Germain-des-Prés, un acte désespéré pour sauver celle qu'elle aimait. Minji s'arrêta, haletante, dans l'ombre d'un immeuble. Ses pensées tourbillonnaient. Elle revoyait Élodie, sa lumière, sa raison. Élodie, 27 ans, une Française au rire éclatant et aux yeux verts comme les forêts de Fontainebleau. Elle s'était rencontrée 1 an plus tôt lors d'un festival culturel coréen à Paris. Minji, serveuse à mi-temps, y présentait ses dessins, des esquisses de Séoul mêlées de touches impressionnistes. Élodie, étudiante en droit et bénévole, s'était arrêtée devant son stand. Un regard, un sourire, et tout avait changé. Leur amour avait grandi en secret. Minji, élevé dans une famille conservatrice où l'homosexualité était un tabou, luttait contre la honte intériorisée. Élodie, elle, avait dû affronter le rejet de sa mère, Claire Duval, une juge respectée mais inflexible, qui voyait l'amour de sa fille pour une femme comme une trahison. « Tu mérites mieux », avait-elle dit, des mots qui blessaient plus qu'un couteau. Mais ce n'était pas le rejet qui avait poussé Minji à voler. C'était un appel d'Élodie, la veille, en pleurs. Son père, gravement malade, avait besoin d'une opération coûteuse que la famille ne pouvait financer. Le collier, un bijou ancien d'une valeur de 20 000 €, était la réponse de Minji à ce désespoir. Elle l'avait pris pour le revendre, pour offrir à Élodie une chance de sauver son père. Mais maintenant, les sirènes se rapprochaient. Elle glissa le sac sous une poubelle, espérant le récupérer plus tard, et courut vers un café où Élodie l'attendait. Lorsqu'elle entra, trempée, Élodie se leva d'un bond, son visage pâle. « Minji, qu'as-tu fait » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Minji ne répondit pas, elle se contenta de la serrer dans ses bras, sentant le poids de son sacrifice. Le lendemain, Minji fut arrêtée. Les caméras de surveillance l'avaient filmée, maladroite mais déterminée, brisant la vitrine. Menottée, elle fut conduite au tribunal, son cœur battant à tout rompre. Élodie, à ses côtés, pleurait en silence, impuissante. Minji savait ce qui l'attendait, une condamnation, peut-être une expulsion. Mais elle ne regrettait rien. Pour Élodie, elle recommencerait 1000 fois. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était lourde. Minji, menottée, se tenait droite, ses yeux sombres fixant le sol. Élodie était dans le public, ses mains serrées, priant pour un miracle. Puis la juge entra. Claire Duval, 55 ans, une femme au visage sévère et aux cheveux grisonnants tirés en chignon strict. Lorsqu'elle leva les yeux sur l'accusé, son regard croisa celui de Minji, puis glissa vers Élodie. Son expression se figea. Sa propre fille, assise là, aux côtés d'une criminelle. Affaire numéro 472, Minji Kim, accusé de vol avec effraction, annonça le greffier. Claire resta silencieuse un instant, son visage impassible cachant une tempête intérieure. Elle n'avait pas vu Élodie depuis des mois, depuis leur dispute explosive où elle avait renié sa fille pour son choix d'aimer une femme. Et maintenant, cette voleuse, cette étrangère, était liée à elle. Minji prit la parole, sa voix tremblante mais claire. « Madame la juge, je ne nierai pas ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait pour quelqu'un que j'aime. » Ses yeux cherchèrent Élodie, qui étouffa un sanglot. Claire sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Était-ce de la colère, de la honte ou autre chose? Le procès commença. Le procureur détailla les faits, le vol, la valeur du collier, les preuves accablantes. Minji écoutait, impassible, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à Séoul,
à son père qui lui répétait qu'une femme devait se marier, avoir des enfants, suivre la tradition. Elle avait fui pour être libre, mais la liberté avait un prix. Était-ce cela, être jugée pour avoir aimé trop fort? Élodie, dans le public, brûlait d'envie de parler, de défendre Minji. Mais elle savait que sa présence risquait d'aggraver les choses. Sa mère, Claire, était connue pour sa rigueur. Pourtant, en observant Minji, Élodie voyait autre chose. Une femme qui avait tout risqué pour elle, sans rien demander en retour. Cet amour, si pur, si désintéressé, contrastait avec le rejet qu'elle avait subi de sa propre famille. À la fin de la première audience, Claire ajourna la séance. Dans son bureau, seule, elle fixa une photo d'Élodie enfant, riant dans un parc. Où s'était-elle trompée? Pourquoi ne pouvait-elle pas accepter sa fille telle qu'elle était? Et cette Minji, pourquoi avait-elle volé? Était-ce vraiment pour Élodie? Claire sentit une fissure dans son armure de juge. Pour la première fois, elle douta. La nuit suivante, Minji était dans une cellule froide, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes dans les rues de Paris. Elle revoyait Élodie, son sourire fragile, ses promesses murmurées dans l'obscurité de leur petit appartement. On s'en sortira, Minji. Ensemble. Mais comment, maintenant? Élodie, de son côté, ne dormait pas. Dans leur appartement du 11e arrondissement, elle fixait les dessins de Minji accrochés au mur, des paysages de Séoul, des portraits d'elle-même, croqués avec une tendresse infinie. Chaque trait était une preuve d'amour, un défi aux normes qui les avaient séparés de leur famille. Elle prit son téléphone et écrivit un message à sa mère. « Claire, le premier depuis des mois, maman, écoute-la. S'il te plaît. » Au tribunal, la deuxième audience fut plus tendue. Claire, derrière son bureau imposant, semblait plus distante encore. Le procureur appela un témoin, le bijoutier, un homme d'âge mûr qui décrivit Minji comme une opportuniste. « Elle a brisé ma vitrine sans hésiter », lança-t-il, indigné. Minji baissa la tête, mais ses lèvres frémirent. Elle voulait crier qu'elle n'avait pas eu le choix, que c'était pour Élodie, pour son père mourant. Mais son avocate, une jeune femme nommée Sophie, lui avait conseillé de se taire. Sophie, déterminée, prit la parole. « Madame la juge, ma cliente n'a aucun casier judiciaire. Elle a agi sous la contrainte émotionnelle pour aider une personne dans le besoin. » Claire haussa un sourcil, son regard perçant. « La loi ne pardonne pas les émotions, maître. Elle punit les actes. » Mais en disant cela, elle croisa les yeux d'Élodie dans la salle. Sa fille semblait brisée, et pour la première fois, Claire se demanda si elle était vraiment impartiale. Pendant une pause, Élodie trouva le courage d'approcher sa mère dans le couloir du tribunal. « Maman, tu ne comprends pas, Minji a tout risqué pour moi. » Claire, raide, répondit « Elle a volé, Élodie. C'est un crime. » Élodie secoua la tête, des larmes roulant sur ses joues. « Tu ne vois que la loi. Mais l'amour, maman, ça ne compte pas ?» Claire détourna les yeux, incapable de répondre. De retour en salle, Minji fut appelée à la barre. Elle raconta son histoire, sa voix douce mais ferme. Elle parla de Séoul, de la pression familiale, de son arrivée à Paris avec rien d'autre qu'un carnet de croquis et un rêve. Elle parla d'Élodie, de leur rencontre, de cet amour qui l'avait transformée. « Je ne regrette pas ce que j'ai fait, » dit-elle. « Si c'était à refaire, je recommencerais. Parce qu'elle mérite tout. » La salle était silencieuse, sauf pour un sanglot étouffé d'Élodie. Claire écoutait, immobile. Chaque mot de Minji était comme une aiguille perçant son cœur. Elle repensait à sa propre jeunesse, à ses propres sacrifices pour devenir juge, à la distance qu'elle avait mise entre elle et Élodie pour protéger sa carrière. Était-elle si différente de ses parents coréens dont parlait Minji, qui rejetaient leurs enfants pour des traditions? L'audience s'acheva sur une note incertaine. Claire ajourna de nouveau, demandant plus de preuves sur les circonstances du vol. Dans son bureau, elle relut le dossier de Minji. Une immigrée sans antécédents, une artiste talentueuse, une femme amoureuse. Elle pensa à Élodie, à leur dispute, à ces mots cruels. « Je ne veux pas d'une fille comme toi. » Ces mots la hantaient maintenant.
Pendant ce temps, Élodie rendit visite à Minji en détention. À travers la vitre, elles se regardèrent, leurs mains pressées contre le verre. « Je vais parler à ma mère », murmura Élodie. « Elle doit comprendre. » Minji sourit faiblement. « Et si elle ne change pas ?» Élodie répondit, déterminée, « Alors je me battrai pour toi. » Le 3e jour du procès, une nouvelle dynamique émergea. Sophie, l'avocate de Minji, présenta des preuves du contexte, des messages entre Minji et Élodie, où cette dernière parlait de la maladie de son père. « Je ne sais pas quoi faire, Minji. L'hôpital demande 20 000 €. Sophie insista, ce vol n'était pas pour un gain personnel, mais pour sauver une vie. Claire écoutait, son visage toujours impassible, mais ses mains tremblaient légèrement sous la table. Elle posa des questions précises, presque mécaniques, sur les détails du vol. Pourtant, ses yeux revenaient sans cesse à Élodie, qui semblait porter le poids du monde. Pour la première fois, Claire se demanda si elle connaissait vraiment sa fille. Minji, à la barre, ajouta un détail qui fit basculer l'audience. « Le collier, je ne l'ai pas vendu. Il est toujours là, caché. Je voulais juste l'argent pour l'opération. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur bondit, « Cela ne change rien. Un vol reste un vol. » Mais Claire leva la main, demandant le silence. « Où est le collier, mademoiselle Kim ?» Minji donna l'adresse exacte de la ruelle où elle l'avait caché. Un huissier fut envoyé sur place. 1 heure plus tard, il revint avec le sac en plastique, le collier intact à l'intérieur. Le bijoutier, stupéfait, confirma son authenticité. Claire fixa le bijou, un objet qui représentait à la fois un crime et un acte d'amour. Elle ajourna l'audience, son esprit en ébullition. Ce soir-là, Élodie attendit sa mère devant le tribunal. « Maman, parle-moi. » Claire, épuisée, céda. Elles marchèrent ensemble sous la pluie, une première depuis des années. Élodie raconta tout, son amour pour Minji, la douleur de son rejet, la peur de perdre son père. Minji n'est pas une criminelle. Elle est la personne la plus courageuse que je connaisse. Claire, pour une fois, écouta sans interrompre. Dans sa cellule, Minji dessinait sur un bout de papier fourni par un gardien. Un portrait d'Élodie, souriante, libre. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais ce dessin était son encre, son espoir. La 4e audience apporta un tournant inattendu. Sophie présenta un témoin surprise, le père d'Élodie, Paul, affaibli mais déterminé. Il raconta comment Minji, une étrangère dans leur vie, avait risqué tout pour lui. Elle ne me connaît pas, mais elle a voulu me sauver. Les larmes d'Élodie coulèrent dans la salle, et même Claire sembla ébranlée. Le procureur, cependant, resta inflexible. La loi est claire. L'intention ne justifie pas l'acte. Mais Sophie comptera, et l'humanité, monsieur, n'a-t-elle pas sa place dans cette salle? Claire, silencieuse, prit des notes, son esprit déchiré entre la loi et l'émotion. Ce soir-là, Claire rendit visite à Paul à l'hôpital. Ils n'avaient pas parlé depuis des mois, leur relation tendue par ses jugements sur Élodie. « Tu as une fille incroyable, Claire, » dit Paul. « Et Minji, elle l'aime plus que nous ne l'avons jamais fait. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poignard. Minji, en détention, reçut une lettre d'Élodie. « Je ne t'abandonnerai jamais. On trouvera un moyen. » Minji sourit, mais une peur grandissait en elle. Et si elle était expulsée? Et si elle perdait Élodie pour toujours? Le 5e jour, Claire surprit tout le monde. Elle demanda à entendre Élodie comme témoin. Élodie, nerveuse, monta à la barre. Elle parla de leur amour, des obstacles culturels, du courage de Minji. Elle m'a appris ce que signifie aimer sans condition. Claire, pour la première fois, ne détourna pas les yeux. Le procureur tenta de discréditer Élodie, insinuant qu'elle manipulait Minji. Mais Élodie, en colère, rétorqua « Vous parlez d'amour comme d'un crime. Mais c'est vous qui ne comprenez rien. » La salle retint son souffle. Claire, impassible, ajourna une fois de plus.
Dans son bureau, Claire relut le dossier, les lettres, les témoignages. Elle pensa à sa propre vie, à ses choix, à la solitude qu'elle s'était imposée. Était-elle vraiment juste, ou simplement aveuglée par ses préjugés? La 6e audience fut décisive. Sophie plaida pour une peine réduite, arguant que le collier avait été rendu et qu'aucun préjudice durable n'avait été causé. Le procureur demanda une condamnation exemplaire. Claire écouta, son visage indéchiffrable. Puis elle prit la parole. « Mademoiselle Kim, votre acte était illégal. Mais il était motivé par un amour que peu de gens connaissent. » Elle marqua une pause, regardant Élodie. « J'ai été dure, aveugle. Mais aujourd'hui, je vois. » Elle prononça une peine de sursis, assortie d'une amende symbolique. La salle éclata en murmures. Minji, abasourdi, chercha Élodie du regard. Elles se sourirent, des larmes dans les yeux. Quelques mois plus tard, Minji et Élodie se tenaient main dans la main dans un parc parisien. Le père d'Élodie, en rémission, leur souriait depuis un banc. Claire, pour la première fois, les rejoignit. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à Élodie, puis à Minji. « Vous êtes la bienvenue dans notre famille. » Minji, libéré, exposait désormais ses dessins dans une petite galerie. Élodie, à ses côtés, poursuivait ses études, déterminée à défendre ceux que la société rejette. Leur amour, forgé dans l'épreuve, était plus fort que jamais. La pluie tombait doucement, mais cette fois, elle ne les effrayait plus. Ensemble, elles avaient surmonté le jugement, la peur et même la loi. Car l'amour, au final, était leur plus grande victoire.